Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Suite de cet Open d'Australie, évidemment, vous pouvez vous marrer, vous pouvez rigoler. Oui, Marac n'a pas battu Djokovic, je dis n'importe quoi. Mais on va en parler tout de suite. Carlos Alcaraz, Novak Djokovic au programme, un petit récap des scores et puis ce qui va se passer la nuit prochaine. Alors bouge pas, ça commence tout de suite. Ah! Ça tombe face à la machine Marac. C'est ce que j'avais dit. Résultat, 1, 4 et 4. Effectivement, ça ne s'est pas passé. Mon tableau tombe à l'eau complètement. Novak Djokovic répond bien présent dans cet Open d'Australie. Je ne le voyais pas clairement passer ce tour. Même j'avais clairement dit que je pouvais le voir tomber avant. On va essayer de voir, vous l'avez vu dans le titre, est-ce qu'il est rassurant ? Est-ce que vous n'êtes toujours pas rassuré? Je vais vous donner mon avis. Je sais que ça fait parler. Il y en a qui sont rassurés par le match qu'ils ont vu aujourd'hui. Moi, j'avoue que je vais prendre des pincettes. Je vais essayer d'analyser un petit peu plus en détail le match en lui-même et surtout l'adversité de Marac. Déjà, ce qu'il faut dire du côté de Novak Djokovic, c'est que dans ce tour-là, déjà, il ne perd pas de set. C'est déjà une bonne première chose pour lui. On sait que dans les grands chelems, il a tendance à lâcher un set sur le premier tour, sur le deuxième tour et que petit à petit, il rentre dans son tournoi. Après, est-ce qu'on va regarder au niveau des échanges, est-ce qu'on peut parler du niveau de Marac? Alors, je peux faire l'avocat des deux côtés. Je peux très bien dire que Marac a eu ce niveau-là parce que c'est Djokovic qui a fait que Marac joue à ce niveau-là. Je peux l'entendre, il n'y a pas de souci. Mais moi, par contre, Marac, clairement, j'en attendais beaucoup mieux. Il nous a montré beaucoup plus depuis maintenant plusieurs mois. Il a battu Novak Djokovic à Genève l'année dernière, il me semble. Alors, c'était sur terre battue, pas le même contexte. C'est pas un match de grand chelem, évidemment. On n'est pas à l'Open d'Australie. Il a battu Alcaraz aussi l'année dernière. Bref, ça montre qu'il est capable de faire des très bonnes choses. Aujourd'hui, c'était le cousin de Marac. Très clairement, en fait, il n'est jamais arrivé sur le terrain. J'ai été extrêmement déçu, vraiment. Novak Djokovic, aujourd'hui, il n'y a pas de souci dans la filière courte. Au fur et à mesure de sa carrière, ça s'est quand même suffisamment inversé au niveau du service, au niveau du retour, on le sait. Mais dans la filière courte, il n'y a pas de souci pour qu'il domine Marac. On le voit, les points allant de 0 à 4 échanges, il y a une énorme domination de Djokovic qui a gagné 49 points et Marac 35. Mais ça ne m'étonne pas. Djokovic est un meilleur serveur, Djokovic est un meilleur relanceur que Marac. Mais sur la dimension physique, à partir du moment où l'échange s'installe, c'est là que j'attendais le check. Et là, je suis extrêmement déçu. De 5 à 8 frappes, Djokovic est devant. C'est assez équilibré. Mais par contre, dans la filière longue, 9 coups et plus, énorme domination de Djokovic. 25 points gagnés sur 41 où il y a eu 9 frappes et plus. Ça, c'est pas normal en fait. On a vu Marac aujourd'hui clairement dépassé physiquement, sans aucune intention. On va le voir ici aussi. Il y a eu quelques bonnes intentions, même au niveau des points au filet. C'est un petit peu plus bas. On va le retrouver juste ensemble ici. Points au filet, Marac, c'est 12 sur 22. Il est à peine à 55% au filet. Donc, il y a eu quand même une petite intention d'aller au filet. Mais ça a été mal fait, vraiment. Alors, on sait que Djokovic est un excellent contreur, un excellent passeur. Mais quand même, Marac, aujourd'hui, ça a manqué de jus. Ça prenait la balle tard, ça avait du mal même dans les déplacements. Il était lourd. Et là, on a un Djokovic qui, lui, 12 sur 18 au niveau des points au filet. Et la stat du match, clairement, qui pour moi est le point rassurant de Djokovic, c'est qu'il s'est quand même procuré 15 balles de break. C'est assez énorme. Voilà, il faut le dire, 15 balles de break, c'est quand même énorme. Il prend 5 fois le service de son adversaire. Alors oui, si on regarde le score comme ça, puis même le match de Djokovic n'est pas affreux, il n'y a pas de souci, c'est pas un mauvais match. On ne va pas non plus forcer le trait. Mais moi, mon avis personnel, c'est qu'en tout cas, il m'en faudra plus pour considérer que Novak Djokovic peut remporter ce tournoi. Voilà, je ne suis pas inquiet pour Novak Djokovic dans l'absolu. Mais par contre, je ne suis pas rassuré dans le fait qu'avec ce qu'il a montré maintenant, il puisse remporter le tournoi. Voilà, c'est juste mon avis personnel. Peut-être que vous ne partagez pas le même, peut-être que vous partagez le même, peut-être qu'au prochain tour contre les HK, où là, normalement, ça y est, on va avoir quand même une plus grosse adversité. Les HK, qui fait quand même un gros début de saison, très sérieux, en place. On va voir ce que ça donne. Là, je l'attends au tournant, Djokovic, et peut-être que là, je vais pouvoir un petit peu reconsidérer sa place pour le trophée final. Après, on le sait, un Novak Djokovic qui est là, qui commence à jouer un petit peu avec le public, qui fait appel au kiné. Je l'ai vu aussi prendre pas mal de temps
avec les balles pour jouer son deuxième service, ça c'est un Novak Djokovic qui est quand même concerné. C'est dangereux pour ses adversaires, ça c'est quand même le point que j'ai envie de souligner. À partir du moment où il ne joue pas qu'au tennis, il y a aussi autre chose qui se passe avec Novak Djokovic, et bien là, c'est quand même là où j'ai envie de lui donner un petit peu plus de crédit que des adversaires comme Sinner, Alcaraz, etc. On appelle ça aussi l'expérience, forcément. Mais en tout cas, sur la partie tennis, je ne suis pas inquiet, je ne suis pas rassuré. J'attends de voir quelqu'un en face qui va pouvoir le secouer un petit peu plus avant les prochaines échéances. Parfois, j'ai quelques problèmes comme ça sur des mots. Ça arrive. On enchaîne sur Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz qui a fait le taf. Carlos Alcaraz, sérieux, face à un bon Portugais Borges. Franchement, bon match, des bonnes stats. On va regarder ça plus en détail. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le match. C'était tard dans la nuit. Moi, je me le suis remis ce matin avant d'aller travailler. On va regarder les statistiques de ce match. Franchement, déjà, il faut constater, et j'ai fait une petite vidéo, si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, un petit réel sur les différences du service de Carlos Alcaraz en 2024 et en 2025, pourquoi il l'a fait et ce que ça change réellement. En tout cas, force est de constater que derrière sa première balle, il est quand même extrêmement performant. 84% encore aujourd'hui, même derrière sa deuxième balle, 57%, ce sont des bonnes stats. Voilà, ce sont des bonnes stats, donc il n'y a pas à dire. Vitesse moyenne du premier service, 193 km/h. Donc pour l'instant, ce qu'il a travaillé, en tout cas dans les chiffres, ça fonctionne plutôt bien. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de dire dans ce match de Carlos Alcaraz, et je vous retrouve tout de suite parce que je n'ai pas ouvert la page. Bientôt, je vous promets, ce sera parfait, il n'y aura pas de couac dans les vidéos. En attendant, Borges, Carlos Alcaraz, on le voit ici, on a le détail des points, un petit peu comme avant avec Marac et avec Novak Djokovic. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. De voir un petit peu comment les joueurs sont capables de gagner leurs points. Filière courte, plutôt moyenne, plutôt longue. Aujourd'hui, Carlos Alcaraz, très clairement, filière courte, il a dominé son adversaire, 85 points contre 65. Et il y a quelque chose qui était extrêmement intéressant, j'ai pas réussi à retrouver la stat, surtout après le match, ça aurait été encore plus marquant, mais durant la partie, il y avait une stat qui disait que Carlos Alcaraz, après son service, il jouait presque 90% de coups droits sur sa première frappe après le service. Donc ça fait tout de suite service et il se débrouille pour frapper un coup droit. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement intéressant. Si on arrive à relancer Carlos Alcaraz côté revers, peut-être que déjà, on déjoue un petit peu ses plans ou alors jouer complètement côté coup droit pour qu'il évite de se décaler. C'est peut-être une option. Moi, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est que Carlos Alcaraz, en fait, dans les moments où il y a des échanges un petit peu plus longs, il n'arrive pas à prendre le dessus face à des joueurs comme Borges. Je mets des guillemets parce que Borges est un excellent joueur, top 30, un joueur que j'adore. Mais quand je mets des guillemets, c'est-à-dire que si déjà contre un top 30, Borges ou un autre, tu as du mal à prendre l'avantage dans les échanges un peu longs, qu'est-ce que ça va être contre des joueurs comme Sinner, Zverev, peut-être Novak Djokovic, en tout cas des joueurs avec un petit peu plus de consistance. Voilà, ça c'est mon interrogation. Et puis on peut voir que mine de rien, il n'y en a pas une tonne des échanges qui vont au-delà de 9 frappes. Donc bon, c'est aussi une qualité de finir les points avant. Mais quand on regarde le tie-break qu'il perd dans ce match, on remarque qu'il fait quand même la faute hyper vite dans les points, surtout côté revers. Et ça, c'est un truc qu'il a essayé de changer l'année dernière. D'ailleurs, à Bercy, pareil, il était en train de refaire techniquement son revers. C'est quelque chose qu'il est en train de chercher, mais où parfois il force. Donc oui, il fait des très beaux coups avec son coup droit. On l'a dit, il fait des coups droits après son service. Mais dès que la balle touche côté revers, je vous avoue que j'ai une petite inquiétude parce que je le vois faire des fautes de filet que les autres joueurs ne font pas. Je le vois faire des fautes de précipitation que les autres joueurs ne font pas. Donc ça, c'est clairement ma plus grosse interrogation, un petit peu comme avec Novak Djokovic. Pour l'instant, ça passe, mais contre des adversaires plus solides, plus forts, plus compacts, même déjà contre des demi-nord qui font jouer des coups en plus. On les a vus faire un match d'entraînement avant l'Open d'Australie. Carlos Alcaraz avait perdu contre demi-nord. Mine de rien, quand je regarde un petit peu les stats, etc., et ce qu'il produit, ça ne me semble pas si étonnant que ça. Donc on verra. Au prochain tour, c'est Vukic ou Draper. Au moment où je fais cette vidéo, le match n'est pas terminé. Donc à suivre, mais à surveiller de très près. Un petit tour d'horizon de tous les résultats de cette nuit, mis à part Draper, Vukic, où ils vont commencer le 5e set quand je fais cette vidéo. On a quand même globalement de la chance, les favoris répondent présents.
Tommy Paul ici, Alcaraz, Zverev qui fait le travail. J'ai pas vu son match. 3-7-0, c'est propre. On a Mensik, Davidovich Fokina. J'ai vu, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai vu Davidovich Fokina qui refait le coup, il est mené 2-7-0. Au tie-break du troisième set, Mensik a une balle de match, il la manque. Une deuxième balle de match, il la manque. En plus sur son service, Mensik, aujourd'hui, a été un petit peu fébrile dans les moments chauds. On l'a vu faire des toutes petites deuxièmes dans ce tie-break du troisième set. On l'a vu un petit peu pousser la balle. Il a eu du mal à aller chercher son résultat. Et David Fokina avait fait la même chose contre Félix Auger-Aliassime au tour précédent. Il était mené 2-7-0. Il l'emporte en 5-7. Donc franchement, incroyable. On avait le match des Français aussi. Humbert-Fils que j'ai vu d'un œil de loin. Je ne pouvais pas vous dire grand-chose dessus parce que j'en ai pas vu assez pour vraiment avoir une analyse précise. Par contre, ce qui est clair, c'est que Arthur Fils, attention à la blessure. Déjà, début de saison, bon, on en avait parlé à Hong Kong, c'était le premier tournoi. On va voir ce que ça donne. Là, il se blesse. Hugo Humbert, ça fait plaisir. Il surfe sur sa dynamique de Bercy et de la fin de saison dernière. Donc ça, c'est des bons résultats. Et puis les HK qui met 3 petits sets à Benjamin Bonzi. Logique, pas de surprise jusqu'ici, et on a quand même un Open d'Australie où les favoris répondent présents, où les patrons sont là, et ça fait plaisir. Même les affiches de cette nuit et de demain sont toutes intéressantes. Très rapidement comme ça, peut-être celle qui m'intéresse le plus, évidemment, Gaël Monfils contre Tyler Fritz, forcément. Bon, il y a Yannick Sinner qui joue. Moi, j'ai vraiment envie de voir le Corentin Moutet contre Lerner Tien, parce que, j'adore Corentin Moutet, français, jeu fantasque, exceptionnel. Mais Lerner Tien, dans cette nouvelle génération, vraiment, il me fascine parce que c'est un joueur différent des autres. C'est pas du tout le prototype du joueur de tennis qu'on connaît aujourd'hui. Et là, pareil, on va être sur deux petits gabarits. Donc ça risque d'être une belle bataille. Franchement, les balles dans ce match, elles vont connaître autre chose que des énormes frappes comme on peut voir avec le tennis d'aujourd'hui. On a aussi un contraste entre Shelton et Musetti. Shelton beaucoup plus en puissance, Musetti plus dans la finesse, plutôt un artiste. Donc voilà, ça c'est des matchs qui sont extrêmement intéressants. Et puis après, on a Holger Rune. Est-ce que Holger Rune peut se faire attraper par Kekmanovic? C'est la question, voilà, clairement. En tout cas, on a un très beau programme. On a des matchs la nuit, on a des matchs le matin. Ça va être formidable. Donc comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, lâche ton meilleur pouce. Ça m'aide énormément. Tu connais la musique. Nous, on se retrouve très vite. Et en attendant, bonne journée.